C'était le 4 juillet 2016, et le parc national de Yellowstone bruissait des foules venues célébrer la fête de l'indépendance au cœur de la nature sauvage. La lumière du matin baignait d'or la vallée de la Mare, où des bisons paissaient paisiblement pendant que les visiteurs, appareils photo et jumelles à la main, bordaient les routes. L'air vif et cristallin était parfait pour observer les animaux. Pourtant, derrière cette carte postale, d'innombrables panneaux rappelaient la puissance imprévisible de la nature. Sur chaque sentier, des écriteaux mettaient en garde. Dans les centres d'accueil, des vidéos de sécurité tournaient en boucle, et les rangers martelaient une consigne vitale: rester à au moins une centaine de mètres des ours et des loups. Jasmine Wu documentait son road trip à travers les États-Unis depuis 3 semaines, postant chaque jour de nouveaux contenus pour ses abonnés Instagram. À 24 ans, cette jeune diplômée de San Francisco avait décidé de passer son été à explorer les parcs nationaux avant d'entamer, à l'automne, sa carrière dans le marketing. Sa présence sur les réseaux sociaux était devenue une obsession. Chaque repas, chaque coucher de soleil, chaque animal croisé devait être capturé et partagé avec ses 2000 followers qui guettaient ses moindres aventures. Au fil du voyage, ses publications étaient devenues de plus en plus audacieuses. Elle s'était photographiée dangereusement près de bisons dans le parc national des Badlands, en équilibre au bord de falaises du Grand Canyon, ou encore en train de patauger dans des rivières impétueuses pour obtenir des clichés spectaculaires. Chaque photo risquée récoltait davantage de mentions « j'aime » que la précédente, nourrissant son besoin maladif de validation. Les grizzlies comptent parmi les prédateurs les plus puissants d'Amérique du Nord. Une femelle adulte peut peser jusqu'à 180 kg et un mâle plus de 270 kg. Les mères accompagnées de leurs oursons sont particulièrement dangereuses, leur instinct de protection les rendant extrêmement agressives face à la moindre menace. Ces ours peuvent atteindre près de 55 km/h en pleine charge, plus vite qu'aucun être humain, et leurs griffes massives, comme leurs crocs, infligent des blessures dévastatrices. Le règlement oblige les visiteurs à observer une distance d'au moins une centaine de mètres, car un grizzly franchit cet écart en quelques secondes à peine. Ce matin-là, Jasmine repéra ce qu'elle considéra comme la photo parfaite. Une mère grizzly et 2 petits oursons en train de picorer des baies non loin du populaire sentier Specimen Ridge. D'autres touristes observaient et photographiaient les ours depuis la distance requise, avec des téléobjectifs et des jumelles. Mais Jasmine voulait quelque chose de plus spectaculaire. Un selfie avec la famille d'ours visible en arrière-plan. Le genre de cliché capable de devenir viral et de faire d'elle une photographe d'aventure reconnue. Elle quitta la zone d'observation autorisée et commença à s'approcher des ours, ignorant les murmures horrifiés et les avertissements des autres visiteurs. Elle s'était persuadée que les plantigrades, absorbés par leur cueillette, semblaient calmes et paisibles, indifférents à la présence humaine. Elle se trouvait désormais à moins de 5 mètres des animaux, largement à l'intérieur de leur espace critique, lorsque la femelle grizzly prit sa décision. L'attaque fut soudaine, foudroyante. L'ours de près de 180 kg chargea avec une explosivité terrifiante, comblant la distance qui les séparait en moins de 3 secondes. Jasmine voulut fuir, mais n'eut le temps que d'esquisser 2 pas avant que l'énorme patte ne la frappe entre les omoplates, l'envoyant rouler face contre le sol rocheux. Le choc seul suffit à lui fêler plusieurs côtes et à lui couper le souffle. Le grizzly fut sur elle instantanément, saisissant l'arrière de sa tête dans une mâchoire puissante et la secouant comme une poupée de chiffon. Les crocs percèrent le crâne, broyant les os et déchirant les tissus vitaux. Le corps de Jasmine devint flasque, tandis que la femelle poursuivait l'assaut, mue par un instinct maternel viscéral qui la poussait à éliminer toute menace pour ses petits. Les griffes lacérèrent le torse, traversant vêtements et chair avec une précision chirurgicale. Chaque coup ouvrait des entailles profondes, sectionnant muscles et artères, provoquant une hémorragie massive. La mâchoire se referma à plusieurs reprises sur la tête de Jasmine, multipliant les fractures du crâne et causant des lésions cérébrales catastrophiques. La totalité de l'attaque dura moins de 30 secondes, mais les dégâts étaient irréversibles. Le corps inerte de Jasmine gisait sur le sentier, une mare de sang se formant sous son crâne fracassé,
tandis que la mère grizzly montait la garde auprès de ses oursons. Depuis la distance de sécurité, d'autres visiteurs filmaient et photographiaient l'horrible scène. Leurs cris et hurlements attirèrent l'attention des rangers qui arrivèrent en quelques minutes, mais ne purent que constater l'inévitable. Jasmine était morte. Sa quête du selfie parfait lui avait tout coûté. L'enquête conclut à une négligence de la visiteuse et au non-respect des consignes de sécurité. La mère grizzly et ses oursons furent surveillés, mais laissés sur place, les autorités estimant que l'ours avait agi de façon défensive pour protéger sa progéniture. C'était le 15 septembre 2014, et le parc national des Great Smoky Mountains s'enfonçait dans l'obscurité paisible d'une fraîche nuit d'automne. Le camping d'Elkmont, niché sous des feuillus majestueux dont les couleurs commençaient tout juste à virer, accueillait des dizaines de campeurs profitant du temps idéal et des paysages grandioses. L'air embaumait la fumée des feux de camp et l'odeur terreuse des feuilles mortes, tandis que le ululement lointain des chouettes et le froissement menu des animaux composaient la bande-son apaisante du camping en pleine nature. Ethan Sullivan était arrivé 3 jours plus tôt, en quête de solitude et de lucidité, après une rupture dévastatrice qui avait mis fin à 5 ans de relation et l'avait laissé en plein doute sur son avenir. À 29 ans, ce développeur informatique de Nashville n'avait jamais été un grand amateur de plein air, mais il s'était convaincu qu'un séjour en solo sous la tente l'aiderait à encaisser ses émotions et à imaginer la suite. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de noyer son chagrin dans l'alcool au lieu de l'affronter. Son emplacement de camping ressemblait à une zone sinistrée, violant la moindre règle élémentaire de sécurité face aux ours. Des canettes de bière vides jonchaient la table de pique-nique, des emballages de nourriture traînaient par terre et une glacière remplie de grignotages restait grande ouverte, sans surveillance. Il avait ignoré toutes les consignes de prévention remises à l'accueil, balayant les avertissements qu'il jugeait exagérés, destinés selon lui à effrayer les novices. À ses yeux, les ours noirs étaient de gros ratons laveurs, plus craintifs que dangereux. L'ours noir est l'espèce d'ursidé la plus répandue en Amérique du Nord, les adultes pesant entre 90 et 180 kg. Généralement moins agressif que le grizzly, il devient extrêmement dangereux lorsqu'il défend une source de nourriture ou se sent acculé. Sa force est prodigieuse. Il peut défoncer une porte ou éventrer une voiture pour trouver de quoi manger. Ses griffes robustes et ses crocs infligent des blessures effroyables, et sa vitesse comme son agilité rendent toute fuite quasiment impossible une fois l'attaque déclenchée. Surtout, un ours noir qui associe les humains à la nourriture devient rapidement agressif et doit être abattu par les agents de la faune. Ce soir-là, Ethan avait avalé près d'une douzaine de bières autour de son feu de camp, remâchant sa détresse en devenant de plus en plus amer à propos de son ex-petite amie et de ses échecs. À mesure que la nuit avançait et que les autres campeurs regagnaient leur tente, il continuait à boire et à faire du bruit, parfaitement inconscient de l'activité animale environnante. La nourriture éparpillée partout constituait un appât irrésistible pour les ours du parc. Vers 2 heures du matin, Ethan sortit en titubant de sa tente pour se soulager et aperçut un grand ours noir installé à sa table de pique-nique, en train de dévorer méthodiquement les restes et les ordures abandonnées. Le mâle de près de 135 kilos était concentré sur ce repas facile, mais restait attentif à la présence d'Ethan. Dans son ivresse, ce dernier prit la scène comme une offense personnelle. L'ours volait sa nourriture et envahissait son espace. Plutôt que de se réfugier dans la tente et d'attendre le départ de l'animal, il décida de le défier. Il se mit à hurler et à insulter le plantigrade, lui ordonnant de quitter les lieux. Comme l'ours continuait son festin, Ethan renchérit en lançant des canettes vides et des cailloux en direction du prédateur. Son jugement obscurci par l'alcool lui soufflait qu'il pouvait l'intimider. La réponse de l'ours fut immédiate et violente. Se sentant acculé et menacé alors qu'il défendait une source de nourriture de valeur, l'animal de 135 kilos chargea Ethan à une vitesse surprenante. Ce dernier tenta de courir, mais l'ivresse rendait toute coordination impossible. Il trébucha et s'écroula quelques secondes après le déclenchement de la charge. L'ours noir fut sur lui instantanément, lacérant son visage et son torse de ses griffes puissantes.
Ses griffes, conçues pour grimper aux arbres et déchiqueter le bois, tailladèrent les vêtements et la peau comme des rasoirs. De profondes entailles s'ouvrirent sur sa poitrine et ses bras, tranchant muscles et artères, provoquant une hémorragie massive. Les mâchoires se refermèrent sur l'épaule d'Ethan, broyant les os et déchirant les tissus vitaux. Les hurlements d'Ethan résonnèrent dans le camping, tandis que l'ours continuait son agression, mu par un mélange de défense alimentaire et d'agressivité territoriale. Les crocs percèrent le cou et le visage, causant des traumatismes catastrophiques au niveau des voies respiratoires et des principaux vaisseaux sanguins. Les soubresauts d'Ethan faiblirent à mesure que l'hémorragie et l'état de choc s'aggravaient. L'assaut prolongé ouvrit de multiples plaies sur le torse et les membres, chaque blessure aggravant son effondrement. En quelques minutes, ses mouvements cessèrent, submergés par la perte de sang et les traumatismes. L'ours maintint une posture menaçante au-dessus du corps pendant plusieurs minutes avant de retourner terminer la nourriture abandonnée sur la table. Réveillés par les cris, d'autres campeurs avaient appelé les rangers tout en restant à bonne distance pendant que l'animal finissait son repas puis finissait par s'éloigner dans la forêt. Les gardes arrivèrent en 20 minutes et ne purent que constater le décès d'Ethan et sécuriser les lieux. L'enquête révéla l'ampleur des infractions aux règles de sécurité et l'état d'ivresse au moment de l'attaque. L'ours agressif fut pisté et abattu le lendemain, car il s'était accoutumé à la nourriture humaine et représentait un danger permanent pour les campeurs. La mort d'Ethan entraîna un renforcement de la réglementation sur le stockage de la nourriture et des briefings obligatoires pour tous les visiteurs. Sa famille mit longtemps à comprendre comment la souffrance d'une rupture avait pu conduire leur fils à une imprudence aussi fatale. C'était le 11 août 2017, et la plage de New Smyrna s'étirait le long de la côte atlantique de la Floride sous un soleil d'été écrasant, qui attirait des milliers de vacanciers vers ce rivage réputé comme la capitale mondiale des morsures de requins. Le sable vibrait de l'énergie des étudiants en congé. Mais des drapeaux rouges claquaient dans la brise océane, et toutes les quelques minutes, les haut-parleurs des sauveteurs répétaient les mises en garde. L'eau, rendue trouble par les récentes tempêtes, offrait une visibilité déplorable, et les biologistes marins signalaient une activité accrue des requins dans la zone depuis une semaine. Ryan Mitchell était arrivé de l'université de Géorgie avec sa petite amie Laura, prêt à passer une semaine à fêter la fin des cours d'été avant d'entamer sa dernière année. À 22 ans, Ryan était connu parmi ses frères de fraternité pour sa propension à relever n'importe quel défi dangereux et pour son besoin maladif de prouver qu'il n'avait peur de rien. Il avait passé la journée à boire des bières sur la plage, devenant de plus en plus bravache et méprisant à l'égard des consignes de sécurité diffusées depuis l'aube. Laura s'inquiétait de plus en plus de son comportement imprudent. Ryan avait l'habitude d'enchaîner les cascades chaque fois qu'il sentait sa virilité remise en question, et le cocktail alcool et pression du groupe le poussait souvent à prendre des risques insensés. Cet après-midi-là, alors qu'il regardait les autres baigneurs rester près du bord à cause des alertes aux requins, Ryan se mit à plaisanter sur la paranoïa ambiante et à se vanter de ses talents de nageur. Le requin bulldog est l'un des squales les plus dangereux du monde, responsable d'un plus grand nombre d'attaques contre l'homme que n'importe quelle autre espèce, à l'exception du grand requin blanc. Agressif et territorial, il peut atteindre 3,30 m de long et dépasser les 225 kg. Il est le seul requin capable de nager aussi bien en eau salée qu'en eau douce, et il chasse fréquemment dans les eaux côtières peu profondes où se baignent les humains. Chasseur à l'affût, il est doté de mâchoires surpuissantes, pouvant exercer une pression de plus de 9000 kPa, et de dents dentelées conçues pour déchiqueter chair et os. À mesure que l'après-midi s'avançait et que l'alcool coulait, Ryan devint obsédé par un banc de sable visible à près de 200 mètres au large. Malgré les drapeaux rouges et les annonces répétées sur la faune marine dangereuse, il déclara vouloir nager jusqu'au banc de sable et revenir. Laura le supplia de renoncer, mais il balaya ses craintes et la défia en pariant $100 qu'il y arriverait sans encombre. Les sauveteurs avaient expressément déconseillé de se rendre sur ce banc, expliquant que l'eau trouble et les tombants sous-marins offraient des conditions idéales pour les requins. Le crépuscule approchait,
heure de prédilection pour de nombreuses espèces, et les tempêtes récentes avaient brassé l'eau au point de réduire la visibilité à environ 1 mètre. Ryan entra dans l'eau malgré les protestations de Laura et les tentatives des sauveteurs pour l'arrêter. La mer chaude et agitée était d'une opacité qui empêchait de voir à plus d'1 mètre. Il commença à nager vers le banc de sable avec des gestes puissants et confiants, inconscient que ses éclaboussures et ses mouvements produisaient des vibrations capables d'attirer les prédateurs alentour. À mi-chemin, il croisa le chemin d'un requin bulldog mâle territorial qui chassait dans les hauts fonds proches du banc. Le prédateur de 2,40 m, pour près de 135 kg, avait été attiré par les vibrations de la nage. Dans l'eau opaque, Ryan ne vit jamais le requin fondre sur lui par en dessous. L'attaque fut fulgurante. Le bulldog frappa la jambe gauche de Ryan avec une violence explosive, refermant ses mâchoires juste au-dessus du genou. Les dents dentelées tranchèrent muscles, os et artères majeures avec une précision chirurgicale, sectionnant l'artère fémorale et provoquant un saignement immédiat et cataclysmique. Le hurlement de Ryan déchira l'air tandis que la morsure broyait les os de la jambe et emportait de larges lambeaux de chair. Le requin relâcha sa prise et se mit à tourner en attendant une deuxième attaque, attiré par le sang qui se répandait à présent dans l'eau. Ryan tenta désespérément de regagner la rive, mais sa jambe mutilée rendait la nage presque impossible, et l'hémorragie l'affaiblissait déjà, le plongeant dans un état confusionnel. Le requin bulldog frappa de nouveau, s'en prenant cette fois au torse. Ses mâchoires se refermèrent sur la cage thoracique, perforant des organes vitaux. La deuxième morsure fut plus dévastatrice encore que la première, les dents pénétrant la cavité thoracique, écrasant les côtes et déchirant poumons et cœur. Les soubresauts de Ryan s'éteignirent, tandis que l'hémorragie et les traumatismes internes submergeaient son organisme. L'eau tout autour se teinta d'écarlate, tandis que sa vie s'en allait dans les profondeurs troubles. Depuis la plage, Laura aperçut avec horreur la tache rouge qui grandissait. Les sauveteurs lancèrent immédiatement des bateaux de secours, mais le temps qu'ils parviennent sur zone, Ryan avait déjà succombé à ses blessures. Son corps fut ramené sur le sable, mais l'étendue des morsures de requin ne laissait aucune chance de survie. L'enquête révéla qu'il avait ignoré de multiples avertissements et s'était baigné dans les conditions les plus périlleuses qui soient. Sa mort entraîna un renforcement des mesures de sécurité à New Smyrna Beach et demeure un rappel tragique des dangers cachés de l'océan. C'était le 28 mai 2015, et les Everglades de Floride miroitaient sous un soleil subtropical intense. Immense étendue sauvage de marécages, de hautes herbes et de marais à cyprès se perdant à l'infini. Le sentier d'Aninga, au sein du parc national des Everglades, grouillait de touristes désireux de photographier la faune foisonnante. Mais des panneaux d'avertissement jalonnaient chaque passerelle et chaque point d'observation, rappelant les dangers bien réels qui rôdent dans les eaux sombres. L'air poisseux d'humidité bourdonnait d'insectes, et de temps à autre le clapotis d'un alligator rappelait à tous qu'il s'agissait d'une nature indomptée. Kayla Thompson avait fait la route depuis Orlando expressément pour créer du contenu pour ses réseaux sociaux en perte de vitesse. À 26 ans, cette employée de magasin à temps partiel rêvait de devenir influenceuse à plein temps. Mais ses modestes 3000 abonnés Instagram ne lui rapportaient ni les revenus ni les opportunités dont elle rêvait. Elle enchaînait depuis des mois des publications de plus en plus risquées et provocantes, sans qu'aucune ne devienne virale, et son taux d'engagement restait désespérément bas. Ses posts trahissaient une quête d'attention de plus en plus désespérée. Elle s'était filmée en train de s'introduire dans des bâtiments abandonnés, de poser sur des ponts d'autoroute et d'approcher au plus près différents animaux dans des zoos pour enfants ou des parcs animaliers. Chaque publication risquée s'accompagnait de mots dièses comme # sans peur ou # pour le gramme. Mais les j'aime et les commentaires n'atteignaient jamais le niveau nécessaire pour monétiser son contenu. L'alligator d'Amérique est un super prédateur qui n'a quasiment pas évolué depuis des millions d'années, parfaitement adapté à son rôle de chasseur embusqué des milieux aquatiques. Les mâles adultes peuvent atteindre près de 4 mètres de long et dépasser les 450 kilos, avec des muscles de la mâchoire capables d'exercer une pression de plus de 20 700 kPa. Malgré leur réputation de lourdeur,
Les alligators sont capables de surgir avec une explosivité stupéfiante, se propulsant hors de l'eau ou sur la terre ferme à près de 55 km/h. Leur queue puissante peut briser des os, et leur technique du rouler-mort est conçue pour désorienter et noyer leur proie tout en arrachant la chair. Cet après-midi-là, Kayla repéra ce qu'elle considéra comme l'occasion parfaite pour un contenu viral. Un alligator mâle énorme se prélassait sur un talus boueux juste à côté de la passerelle principale. Le reptile de près de 4 mètres et de 230 kilos paraissait immobile dans la chaleur, sa silhouette préhistorique offrant un arrière-plan spectaculaire pour le genre d'image choc que Kayla imaginait enfin la rendre célèbre. Elle quitta le point d'observation et s'approcha du bord de l'eau, projetant de s'aventurer assez près pour toucher la queue de l'animal tout en se filmant. Elle avait cherché des informations en ligne sur le comportement des alligators et s'était convaincue qu'avec la chaleur, ils étaient trop amorphes pour représenter une menace réelle. Elle pénétra dans l'eau peu profonde, téléphone braqué pour capturer son approche du reptile massif. À l'instant même où sa main entra en contact avec la queue de l'alligator, l'énorme animal explosa littéralement, avec une rapidité terrifiante. Le prédateur de 230 kilos fit volte-face avant même que Kayla ne puisse esquisser un geste, refermant ses mâchoires sur son bras tendu avec une force broyeuse d'os. Les dents, conçues pour agripper plutôt que pour trancher, transpercèrent l'avant-bras et se verrouillèrent telles des mâchoires hydrauliques. L'alligator enchaîna immédiatement par un rouler-mort, tournoyant violemment dans l'eau tout en maintenant sa prise. La rotation brutale déboîta l'épaule de Kayla et fractura les os de son bras, tandis que la force centrifuge l'empêchait de reprendre pied ou de résister. Ses cris déchirèrent le marais alors qu'elle était entraînée dans les profondeurs fangeuses. Le rouler-mort dura près de 30 secondes, chaque tour infligeant de nouvelles lésions à son bras et à son épaule, tout en la désorientant et en remplissant ses poumons d'eau marécageuse. La queue de l'alligator fouetta l'air et l'eau, frappant le torse et les jambes de Kayla avec assez de puissance pour lui fêler les côtes et provoquer des saignements internes. Les mâchoires agissaient comme un étau, la pression écrasant les os et sectionnant les artères du bras. Le sang s'écoulait abondamment des plaies, attirant d'autres alligators alentour, tout en affaiblissant Kayla par une hémorragie rapide. Les roulades successives la plongeaient sans cesse sous l'eau, ses poumons s'emplissant d'une eau putride qui rendait la respiration de plus en plus difficile. Les soubresauts de Kayla faiblirent à mesure que l'hémorragie et la noyade conjuguaient leurs effets. En quelques minutes, elle cessa de bouger, terrassée par l'assaut. Des touristes présents sur la passerelle avaient assisté à toute la scène. Leurs hurlements alertèrent les rangers qui arrivèrent rapidement. Le corps de Kayla fut récupéré plusieurs heures plus tard par des agents spécialisés à l'aide de bateaux et d'équipements de protection. L'alligator mâle agressif fut capturé et euthanasié car il avait manifesté un comportement dangereux envers l'homme. La mort de Kayla déclencha un vaste débat sur les extrêmes auxquels certains sont prêts pour la gloire sur les réseaux sociaux. La dernière vidéo, récupérée sur son téléphone gorgé d'eau, montrait son approche de l'alligator et captait le début de l'attaque. C'était le 3 juin 2013, et la nature sauvage et accidentée du parc national de Glacier s'étirait à perte de vue sous le ciel limpide du Montana. Pics vertigineux, forêts denses et vallées cachées formaient un paysage presque inchangé depuis des millénaires. Le sentier de la High Line, l'un des itinéraires les plus fréquentés du parc, traversait des habitats regorgeants d'animaux. Chèvres de montagne, mouflons et, parfois, pumas se partageaient les affleurements rocheux et les prairies alpines. Carlos Rivera arpentait seul les espaces sauvages depuis plus de 10 ans, se forgeant auprès de ses amis et collègues une réputation d'homme capable de faire face à toutes les situations que la nature pouvait présenter. À 35 ans, cet ancien chef de chantier de Denver, récemment licencié, utilisait la randonnée à la fois comme exercice physique et comme thérapie, passant parfois des semaines entières dans des zones isolées où il se sentait en paix. La perte de son emploi l'avait durement éprouvé, et ce voyage en solitaire à Glacier était sa façon de se prouver qu'il restait compétent et autonome. Sa philosophie de la randonnée reposait sur la conviction que la confiance et les connaissances permettaient de triompher de n'importe quelle difficulté. Au cours de ces années de pratique,
Il avait croisé des ours noirs, des élans et même quelques pumas. Chaque rencontre réussie avait renforcé sa certitude de mieux comprendre le comportement animal que la plupart des gens. Il racontait souvent comment il avait tenu tête à des bêtes agressives, les forçant à battre en retraite par sa seule force de caractère. Le puma, parfois appelé cougar ou lion des montagnes, est le plus grand félin sauvage d'Amérique du Nord. Les mâles adultes pèsent jusqu'à une centaine de kilos et mesurent plus de 2,40 m du nez à la queue. Ce sont des prédateurs solitaires, territoriaux, parfaitement adaptés à la chasse furtive. Capables de bondir à plus de 12 mètres à l'horizontale et à 4,5 mètres en hauteur, ils évitent généralement le contact avec les humains. Mais lorsqu'ils se sentent acculés, ils peuvent devenir extrêmement dangereux. Leurs mâchoires peuvent broyer un crâne, et leurs griffes rétractiles sont conçues pour agripper et déchirer. Surtout, un contact visuel direct et un comportement agressif envers un puma risquent de déclencher une attaque plutôt que de le faire fuir. Ce matin-là, Carlos progressait sur la High Line depuis plusieurs heures quand il tomba nez à nez avec un grand mâle sur un passage étroit, bordé de pentes abruptes de chaque côté. Le félin de 70 kilos barrait le chemin une trentaine de mètres plus loin, concentré sur quelque chose dans la vallée, apparemment inconscient de sa présence. Au lieu de suivre le protocole établi, se faire paraître aussi grand que possible, éviter le regard direct et reculer lentement en parlant d'une voix calme mais ferme, Carlos décida d'affirmer sa domination. Il s'était persuadé que ses rencontres antérieures lui avaient appris à communiquer avec les animaux sauvages par le langage corporel et l'assurance. Il se mit à marcher droit sur le puma, le regard fixe, en adoptant ce qu'il croyait être un ton autoritaire. Le félin remarqua immédiatement son approche, se retourna, les oreilles plaquées contre la tête, la queue prise d'un léger frémissement, des signaux d'alarme évidents que Carlos ne reconnut pas ou choisit d'ignorer. La riposte du puma fut instantanée et dévastatrice. Interprétant l'approche frontale et le regard fixe comme un défi territorial agressif, le prédateur de 70 kilos bondit sur Carlos avec une puissance explosive. Ce dernier n'eut pas le temps d'esquisser le moindre geste. La masse de muscles et de griffes le percuta en pleine poitrine, le renversant à la renverse sur le sentier rocheux. Les griffes arrière labourèrent le torse, déchirant les vêtements de randonnée et ouvrant de profondes entailles dans la poitrine et l'abdomen. Les pattes avant, armées de griffes tranchantes comme des lames, trouvèrent prise dans les épaules et le cou, perforant les vaisseaux sanguins vitaux et provoquant une hémorragie immédiate et massive. Les mâchoires du puma se refermèrent sur le cou de Carlos avec une force écrasante, les canines délivrant une morsure conçue pour tuer les proies. La morsure sectionna les artères principales et endommagea la moelle épinière, entraînant une paralysie instantanée et une perte de sang catastrophique. Les soubresauts de Carlos faiblirent à mesure que l'assaut se prolongeait, chaque coup de croc ou de griffe aggravant encore son état déjà désespéré. L'attaque dura moins d'1 minute, mais les dégâts étaient irréversibles. Carlos cessa de bouger, terrassé par l'hémorragie et le traumatisme médulaire. Son expertise de la vie sauvage s'avéra parfaitement vaine face à un prédateur qui avait évolué précisément pour ce genre de confrontation. Le puma resta posté près du corps pendant quelques minutes avant de s'évanouir dans la forêt profonde. Le corps de Carlos fut découvert le lendemain par d'autres randonneurs qui s'inquiétaient de ne pas l'avoir vu revenir. L'enquête révéla qu'il avait enfreint tous les protocoles en vigueur, transformant une situation potentiellement gérable en un affrontement fatal. Le félin agressif fut recherché par les autorités sans jamais être retrouvé. La mort de Carlos provoqua une onde de choc dans la communauté des randonneurs, où son expérience et son assurance faisaient de lui une figure respectée. Ses obsèques rassemblèrent des dizaines de passionnés qui peinèrent à comprendre comment un homme aussi aguerri avait pu commettre une erreur de jugement aussi funeste.